Rebonjour et bienvenue avec moi dans cette séance finale. C'était un plaisir d'être votre professeur ce semestre. Nous avons passé 12 semaines ensemble. C'était un honneur de vous enseigner et j'espère que vous allez toutes et tous avoir de la motivation pour bien préparer votre examen et réussir. Aujourd'hui, chers étudiants, nous allons finaliser avec certaines visions d'auteurs ou d'économistes. J'ai mis ici pensée managériale. Pensée managériale, ça veut dire nous allons voir des écoles, nous allons étudier des écoles. C'est quoi école de pensée? Ça veut dire beaucoup d'économistes qui ont réfléchi ensemble à une vision, à une méthode. Et ils ont innové une théorie. Donc si, imaginons, nous sommes des amis et nous avons la même vision, nous avons créé une école de pensée qui pense la même chose, qui conseille aux managers d'utiliser une certaine méthode de gestion. C'est-à-dire chaque école de pensée, elle nous conseille une méthode de gestion d'entreprise. Donc aujourd'hui, vers la fin de cours, avec tout ce que nous avons étudié, il est utile pour toi gestionnaire de connaître au moins quelques aspects de ces écoles et quelques idées. Aujourd'hui ne sera pas suffisant pour que je rentre dans les profondeurs des choses. C'est pour cette raison que je vais envoyer à votre délégué, si vous en avez envie, si vous me dites « Madame, on veut plus de détails », je vais vous envoyer pour chaque école plus de détails, ou chaque école dans des petites vidéos. Comme ça, vous avez accès à plus d'informations, à home, chez vous, tranquillement. Bon, je commence par l'objectif à atteindre avec ce chapitre. Tout simplement parce que nous avons aujourd'hui une idée à garder à l'esprit, c'est que l'entreprise est une forme qui est spéciale, compliquée, particulière. Bien sûr, nous avons retenu deux mots qui se répètent par rapport à toutes nos séances, qui est le fait de produire, mais aussi le fait d'échanger avec un marché. Tant qu'il y a de la production, fabrication, l'entreprise est vivante. Tant qu'il y a d'échanges économiques entre producteurs, ménages, institutions financières, etc. Dans le circuit économique que nous avons étudié, il y a des échanges. Tant qu'il y a beaucoup d'échanges, la santé économique du pays va bien, les entreprises sont encouragées à mieux produire et à plus produire. Donc ici, elle intervient au même titre que tous les individus, c'est-à-dire chaque acteur est important, qu'il soit un acteur comme toi et moi, qui font partie de ménage, ou qu'ils soient salariés. Donc toi et moi, si on travaille en entreprise, on devient producteur ou consommateur, ou on fait partie d'une institution financière, ou un MRE, un Marocain résident à l'étranger qui fait partie du reste du monde, ou toute possibilité que nous avons étudiée en cours. Nous sommes tous, voilà le mot-clé pour moi, nous sommes tous impliqués. Nous avons tous un rôle. Nous ne devons pas être une charge sociale. Nous devons avoir un rôle social pour être utile par rapport à notre pays de façon globale et par rapport à notre entreprise de façon particulière. Donc voilà ce qu'on nous demande pour avoir justement un rôle, d'échanger, de nous confronter avec les besoins du marché, d'offrir une offre pertinente et d'étudier la loi de l'offre et de la demande. Donc, étudier cette demande est égal à faire des études marché, faire des études marché, faire du marketing si vous voulez. En français, on appelle marketing la mercatique pour mieux étudier ce qui se passe et mieux répondre aux besoins. Donc, nous allons sortir avec ce cours d'aujourd'hui avec des méthodes de gestion. Comment toi, futur gestionnaire, tu peux gérer? Nous allons étudier la théorie de la firme qui considère que l'entreprise est une boîte noire et nous allons voir les détails. Nous allons passer à un autre courant. Dans le courant, il y a plusieurs auteurs qui ont formé une école, d'accord? Classique, assez particulière, assez rigide, assez difficile, mais nous allons voir. Psychosociologique, dans le mot psychosociologique, il y a l'effet psychologique, donc l'étude de la personnalité, le comportement, et il y a l'effet sociologique, c'est l'étude des relations dans une société. Et bien sûr, le courant contemporain, le mot contemporain veut dire moderne, pour montrer la différence entre la modernité des visions et le classicisme des visions. Donc, ça va être un cours final d'aboutissement de tout ce que nous avons expliqué auparavant. Donc, avec votre permission, je commence avec la première théorie qui s'appelle la théorie de la firme.
Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses caractéristiques? Nous allons découvrir ensemble. Première chose qu'il faut savoir, que la première théorie de la firme, il y a certains qui l'appellent théorie de l'entreprise, elle considère que l'entreprise est égale à une petite boîte noire, qui a des archives, des relations, des secrets, un fonctionnement. Elle a aussi une culture, une charte. Et elle peut être fermée dans un système fermé ou elle peut être ouverte pour établir des relations avec le marché, avec ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut être un système fermé ou un système? Oui. Alors, qui se trouve dans l'entreprise? C'est vrai qu'il y a des bâtiments ou un bâtiment, des machines, il y a du digital, l'informatique, mais il y a aussi des gens comme toi et moi, des individus qui doivent être en coalition. C'est quoi une coalition? C'est le teamwork, la collaboration. Et s'ils travaillent bien ensemble, ils vont donner beaucoup d'idées, beaucoup d'innovation, beaucoup de production, donc beaucoup d'internationalisation, beaucoup de marchés qu'on va envahir. C'est grâce aux personnes, c'est le capital humain qui peut être plus important que le capital financier. Pourquoi? Beaucoup croient que l'argent est plus important. Je vais vous prouver que ce n'est pas vrai, parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent, mais on donne cet argent à des personnes incompétentes. Qu'est-ce qu'elles vont faire ces personnes à l'argent? Ils vont tout gaspiller, ils vont mal gérer. Donc on peut malheureusement, à cause de ces personnes, fermer la boutique. Donc on est en faillite, oui. Mais si on a un capital respectable, pas très grand, mais ça va, et on a des perles, des bijoux, des perles rares, des personnes de qualité, compétents et qui veulent travailler, motivés, tout ce que nous avons étudié dans le chapitre manager et leader, qu'est-ce qu'ils vont faire à cet argent? Ils vont bien le gérer, donc le développer. Donc qui est le plus important? Avoir plus d'argent, avoir un recrutement de qualité? Voilà. Et bien sûr, ces gens-là, ces personnes, ces compétences ou ces capacités, ils vont toujours avoir un œil de près par rapport au marché, toujours surveiller le marché. Pourquoi? Parce qu'on est commandé, qu'on le veuille ou non, par les confrontations qui nous attaquent. On doit se défendre par rapport à qui? Quelles sont les nouvelles crises? Est-ce qu'il y a des problèmes? On doit rester dans la surveillance. On n'appelle pas ça surveillance, on l'appelle veille économique. Oui, et donc on doit comme être ce soldat. Il n'y a pas de guerre, mais il y a toujours un soldat qui surveille. Et même s'il n'y a pas de guerre, mais il y a toujours un laboratoire en train de surveiller. Ils font de la veille concurrentielle, de la veille économique pour pouvoir justement surveiller ce qui se passe. Nous avons répété 1 milliard de fois dans ce cours 2 études qui peuvent nous aider. C'est la méthode SWOT et la méthode PESTEL, qui peuvent être un outil pour diagnostiquer le marché et mieux le connaître. Tout à fait. Et bien sûr, qui va intervenir dans ce marché? Toute entreprise qui va produire et tout ménage consommateur qui va consommer. Donc, on est toujours entre cette demande et cette offre, dans une logique, une rationalité. Et bien sûr, ce que nous recherchons dans cette théorie de la firme, c'est maximiser notre profit. Donc, le producteur ou l'entreprise considérée comme boîte noire, c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas à l'intérieur, mais au moins on a un aspect stratégique, on a au moins une vision, une image de marque, et elle doit s'afficher, se faire connaître pour aider les gens à mieux agir et à mieux acheter ces produits. Donc la théorie de la firme, je passe. La théorie de la firme, prenez des photos. Je vous autorise à prendre des photos. Je vous l'avais dit au début de la séance. C'est bon? Donc, si nous voulons rester dans le même pôle, mais je pars à un aspect plus comptable. Selon la comptabilité nationale, le producteur est égal à l'entreprise. Le consommateur, c'est ce monsieur ou cette petite famille dont on a besoin pour qu'elle puisse acheter notre produit. Et la firme est une unité, mais on a besoin de plusieurs unités sur le marché pour qu'elles puissent prendre des décisions de collaboration, de partenariat, avoir des fournisseurs desquels on va acheter des matières premières, on va avoir des distributeurs pour qu'ils nous aident à distribuer notre produit. On doit avoir des relations, oui, des grossistes pour nous aider aussi, bien sûr, et des cabinets d'audit, des cabinets, des boîtes de communication, ainsi de suite. Et on doit avoir des échanges dans ce marché
Et chacun va aider l'autre pour aboutir à satisfaire le client. Et si ce client est satisfait, il va reacheter, reacheter et reacheter. Une répétitivité de l'achat qui va nous pousser à reproduire et reproduire et reproduire. Et tant que lui achète, tant que nous produisons, tant que tout va bien. Donc ces éléments, tant qu'ils se répètent, ils vont constituer des échanges continus dans un circuit économique en bonne santé. Bien sûr, et chacun de nous doit s'impliquer. Le mot, c'est engagement et continuité. Tout à l'heure, j'avais parlé d'implication de chacun de nous. Si chaque acteur économique s'implique et fait son rôle, il n'y aura pas de souci. On cherchera quoi? On cherche l'équilibre pour que tout le monde soit gagnant. L'équilibre général pour pouvoir nous adapter, former certains prix, essayer toujours. Tout à fait. Et on cherche la satisfaction du consommateur, mais aussi la satisfaction de toutes les parties prenantes. Tout le monde doit rester dans une logique win-win. Et je trouve que cette théorie est purement logique en fait. C'est pour ça que j'ai commencé avec. Je peux passer? Il y a la théorie de l'organisation industrielle qui va nous donner une continuité par rapport à la théorie de la firme, à cette théorie de la firme. Il s'agit d'une théorie qui cherche uniquement l'équilibre entre offre et la demande. Et bien sûr, elle prend en considération que c'est important d'instaurer tout le temps une étude de marché, tout le temps une analyse microéconomique et une analyse macroéconomique. Décider sans faire l'analyse est une pure erreur pour l'organisation industrielle. On ne peut jamais prendre de décision, sauf si nous avons des sources informationnelles. Et bien sûr, on organise à partir de cette analyse notre production, donc nos décisions internes émanent ou sont créées à partir des résultats de l'analyse. Donc, point de départ, c'est analyse, marketing, étude de marché, étude du consommateur, étude du pouvoir d'achat, étude des concurrents. C'est l'étude d'abord. Et après, il y a prise de décision. Je passe. Si vous avez remarqué, chaque slide, il y a une idée importante. C'est ça ce que je fais. Chaque slide, une idée importante. De cette forme, ou bien de ce slide, quelle est l'idée qu'il faut retenir? La prise de décision, c'est step 2. Et la step 1, c'est quoi? L'étude, voilà, qui peut être une analyse micro ou macro, d'accord, ou une analyse marketing. Je passe. Maintenant, nous avons vu la théorie de la firme. La deuxième, c'était celle-là, l'organisation industrielle. Je passe à la théorie des jeux, qui est une expression moderne de la théorie classique. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous encourage par rapport à quoi? La théorie des jeux, c'est un instrument qui permet de formaliser les relations. C'est quoi formaliser? Les rendre formelles. Chacun sa place, chacun son rôle, chacun sa mission. Où il y a un ordre parfait. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette théorie? Elle nous dit, mettez chacun à sa place, selon son domaine, selon son diplôme, selon ses années d'expérience. Ne mélangez pas, ne créez pas des postes polyvalents. Un qui fait tout. Un, il fait une tâche et il la fait bien, c'est très bien. Et on économise les dégâts. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie ou non? C'est la théorie qui te dit, la bonne personne à la bonne... Voilà. Et c'est pas la peine que tu me dises, madame, moi je suis prêt à tout faire. Non, 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 fais juste ta tâche, mais fais-la de façon excellente. Si je te donne 4 ou 5 tâches, tu vas faire la première ou la deuxième ou la troisième et tu seras excellent dans presque rien. Donc, elle nous encourage à la spécialité. Voilà, tout à fait. Donc, on formalise les relations, on crée une sorte de management vertical, un management vous vous rappelez des relations hiérarchiques? Et bien sûr, on vérifie le lien qu'entretient l'entreprise avec le marché. Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle occupe un marché seule? Elle a une grande part de marché. Quels sont ses clients? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents? Et on essaye de voir comment on peut lui donner une stratégie compétitive. La stratégie compétitive, il y en a plusieurs, mais les plus souvent utilisées sont des stratégies d'attaque sur le marché ou des stratégies de défense par rapport à des concurrents ou des stratégies de diversification ou des stratégies de
concentration. On se focalise sur un seul produit. Il y a même les stratégies d'innovation. Et si on veut partir, nous, ça ne nous intéresse pas le marché ici, on veut partir à l'extérieur. Donc une stratégie d'internationalisation. Donc il faut décider. Dans cette théorie, il faut à chaque fois qu'on change de rôle. C'est comme un jeu. On change à chaque fois de rôle. Il y a un risque, stratégie de défense. Il n'y a pas de risque, stratégie d'attaque. Il y a des gens qui font la même chose que nous, on va se diversifier. On joue. C'est comme Shakespeare, il a dit la vie, c'est une pièce de théâtre. À chaque fois, tu dois changer de rôle pour pouvoir t'adapter. C'est la même chose qu'elle fait. Donc, si on veut résumer, cette entreprise qui va suivre la théorie des jeux est une pure stratégie d'adaptation. Voilà, c'est la stratégie d'adaptation. Si tu veux une idée qui sort de ce slide, c'est l'obligation de nous adapter. On ne peut pas être figé, têtu. Non, c'est ma décision. Et alors, les choses changent. Change toi aussi. Et bien sûr, on va tout le temps rester en concordance avec nos clients et donc on va surveiller leur comportement. Ce qui peut créer des conflits ou des fuites aux entreprises qui subissent la domination par un leader. Pourquoi il y a un point négatif comme ça? Parce que les gens, malheureusement, résistent au changement, n'aiment pas le changement, ils ont peur. Tu te dis, moi j'ai passé 3 mois à créer une stratégie, à l'établir, et toi tu viens me dire de la changer. Non, le marché est le marché. Moi, je ne vais pas m'adapter à chaque fois au marché. Je lui dis, si vous ne vous adaptez pas, on court un risque. Donc, il y a beaucoup de problèmes internes et de conflits, surtout dans les réunions, autour de choisir une seule stratégie figée dans le temps ou nous adapter. Mais nous, on comprend, puisque nous sommes gestionnaires, qu'il est beaucoup plus intelligent de changer de rôle. Maintenant, après ces 3 visions premières, nous allons plonger dans les grandes écoles, les théories installées en management et en gestion qui vont nous conseiller par rapport à un style de management. Comment gérer, comment manager en entreprise, comment gérer le quotidien en entreprise. Voici un résultat de toutes nos séances. Bien sûr, ce sont des théories récentes apparues au XXe siècle. J'ai essayé de les résumer dans un petit schéma, comme vous voyez avec moi. J'ai mis dans l'école classique, il y a 3 auteurs. Je commencerai tout à l'heure par Taylor, il y a Fayol et Max Weber. Ça se voit? L'école des relations humaines, qui est une école qui est venue pour nous montrer que la première école n'était pas efficace. Elle est venue pour critiquer la première et pour proposer autre chose. 4 sont pionniers qui ont beaucoup travaillé dans cette école. C'est Elton Mayo, McGregor, Abraham Maslow et Frédéric Herzberg. Les courants modernes sont venus aussi pour critiquer les deuxièmes et les premiers, pour nous dire non, la première et deuxième, il y a beaucoup de limites, beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes. Elle a essayé de nous proposer de la nouveauté, de la modernité gestionnaire. Donc la modernité en management. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais aller vite aujourd'hui, question de finaliser, mais je peux vous envoyer une vidéo pour chaque auteur. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse déjà ou non. Ici, combien vous voyez d'auteurs? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça? Je peux vous envoyer 12 vidéos, mais est-ce que vous allez les voir? 12 vidéos, c'est-à-dire chaque auteur, je vais vous envoyer une petite vidéo courte de 10 minutes. Quand tu as le moral, tu as le temps, tu peux noter avec moi. C'est comme des cours à la maison, si vous voulez. C'est des cours à toi avec ton petit café, tu t'installes tranquillement. Si vous n'aimez pas rester à la maison, il y a des bibliothèques aujourd'hui. El Saoud, elle est magnifique. El Saoud, très grand, calme, total. Vous connaissez? El Saoud, elle est en face de Megarama. C'est vraiment le lieu où se rencontrent tous les universitaires. Tous les universitaires partent là-bas, que ce soit des professeurs ou étudiants. Tout le monde, parce que là-bas, c'est le calme total. Tu peux te concentrer. Et il y a beaucoup d'ouvrages, etc. Tu peux prendre des photocopies. En tout cas, c'est un climat magnifique. Il y a ici Sqat, mais apparemment, il y a eu des changements. Vous avez droit uniquement à une journée. C'est le mercredi. 2 fois par semaine. Bon, il y a plusieurs bibliothèques qui sont de qualité à Casablanca. Si vous n'aimez pas rester à la maison, choisissez de partir à une bibliothèque, c'est mieux.
Mais ne travaillez pas dans les cafés. Vous allez faire du tennis au lieu de vous concentrer. Donc, le courant contemporain. 4 écoles néoclassiques systémiques de contingence et l'école japonaise. Et avec cette présentation rapide, nous allons commencer avec la première. C'est bon? Je vais vous envoyer une vidéo pour chaque, donc ne t'inquiète pas. Il faut juste que tu me rappelles. Je me dis, Madame Dlimi, envoyez-nous. Examen avec corrigé et une vidéo pour chaque. Je pense qu'il y a le détail du détail. Je vais parler maintenant de l'école classique, qui est la première école fondatrice des écoles de pensée. Elle est particulière. Pourquoi? Elle est assez rigide, formelle, le respect, l'ordre. Et qu'est-ce qu'elle cherche? Il n'y a pas d'émotion, pas de sentiment. Elle t'encourage, si toi tu es gestionnaire, ou tu es responsable, ou tu es chef d'équipe ou chef de projet, elle t'encourage à toujours rester, regardez le mot, rationnel. Elle te dit, si toi tu es dans un poste de responsabilité, reste rationnel. C'est quoi rationnel? Ta vision et ton management doivent être basés sur la raison. Elle te dit, n'interviens jamais avec des émotions. Dès que tu deviens émotionnel, les gens profitent de toi. Dès que tu viens émotionnel, les gens risquent de ne pas te rester. Et malheureusement, qu'est-ce qui est connu? On dit trop gentil, c'est-à-dire il n'a pas de père. Donc, vous connaissez la fameuse phrase, je n'ai pas le droit de la dire en classe, trop bon, trop... Je n'ai rien dit, c'est vous qui l'avez dit. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu es trop gentil, ça marche ou ça ne marche pas? Malheureusement. En entreprise, si tu es toujours trop gentil avec tout le monde, celui-là, il te dit ma fille est malade, l'autre, il te dit ma grand-mère est décédée, l'autre, il te dit et toi, tu vas faire le travail des autres. Il y aura beaucoup de profit et beaucoup de déséquilibre. Vaut mieux les choses claires, les règles. C'est comme ça que pense l'école classique. Et elle nous donne une seule solution universelle. Elle te dit si vous voulez gérer toutes les entreprises, gérez-les avec une seule façon universelle. Donc, elle propose une seule façon pour gérer toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur taille, petite, moyenne ou grande entreprise. Elle vous dit, ne rentre pas dans les détails, gérez avec une seule façon. Et de cette école sont sortis 3 penseurs, 3 économistes. Le premier, c'est Frédéric Winslow Taylor avec la rationalité productive. C'est ce monsieur. Je vais vous expliquer en détail, ne vous inquiétez pas. La rationalité administrative avec Henri Fayol, c'est ce monsieur. La rationalité structurelle. Vous avez compris le mot rationalité? Ça veut dire une façon de gérer basée sur la On résume cette phrase avec rationalité. Une façon de gérer ou une méthode de gestion basée sur la raison. No emotion, raison. Maintenant, la raison peut être différente. Soit au niveau production ou administration ou structure. Nous allons voir. Alors, le premier qui appartient à l'école classique, c'est Frédéric Taylor. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1858-1915, c'est récent. Je vous emploie pour votre force et vos capacités physiques. On ne vous demande pas de penser. Il y a des gens payés pour cela. Qu'est-ce que vous sentez avec cette phrase? À la force physique, aux ouvriers. Donc, si tu es recruté, est-ce que tu peux rentrer avec nous dans la réunion décider? Exactement, il donne uniquement la force de travail. Donc, si toi, tu n'es pas d'accord sur la méthode, tu peux t'exprimer. Et le jour où toi, tu es malade, ça peut arriver. Tu as un accident de travail ou fatigué, ou tu n'as pas le moral, ou tu es démotivé, tu es juste un être humain, ne crois pas que tu es une machine. Le jour où il remarque que toi, ça ne va pas, qu'est-ce qui va se passer? Changement. Au revoir. Il n'y a pas de fidélisation ou un système de motivation ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un problème? Te dis, nous, ici, on n'est pas une association. Tu viens, tu travailles, ok. Tu viens, tu travailles pas, au revoir. Il y a un système de remplacement. Comment vous trouvez cette méthode de gestion? Efficace ou non efficace? Elle est efficace. Il y a des risques. Donc, c'est efficace pour vous. Et les autres, non.
Bon, on va comparer. À la fin de la séance, vous me dites quelle méthode de gestion préférez-vous particulièrement. En tout cas, Taylor nous encourage à choisir the one best way. Ça veut dire une seule façon de faire. The one, c'est une seule, best, qui est la meilleure, way, ça veut dire méthode. Une seule bonne méthode. Il nous dit que créer un système de management, un seul, ne diversifiez pas, ne changez pas, restez fidèle au même type de management, quelle que soit la taille de l'entreprise et quelle que soit son activité. Et bien sûr, je pense que vous connaissez Charlie Chaplin. Exactement. Dans ce film-là, les temps modernes, ils nous ont montré quand on recrute un salarié, il vient pour faire une action, une seule. Par exemple, il ferme une bouteille, une autre bouteille vient, il la ferme, une autre bouteille vient, il va la fermer. Toute la journée, il va seulement. Donc lui, il peut parler et continuer à faire ce geste. Et quand à la fin de la journée, il a terminé, il part à sa maison en train de faire ce geste. Ça veut dire il devient H24, il oublie parce que c'est tellement automatique qu'il est devenu lui-même comme une main. Oui, c'est ça en fait. Donc, il nous encourage à créer des limites avec le salarié, créer de l'espace avec le salarié. Ne le laisse pas venir chez toi, crée de l'espace. Crée des concepts, des méthodes qu'il faut appliquer à la lettre. Proposer des règles. Regardez, le temps, il est comment? Rigide, oui ou non? Et organisons les choses de façon scientifique. Et dans les ateliers de production, chacun s'attache, ni plus ni moins. C'est bizarre, cette méthode est toujours appliquée dans les usines actuellement en 2023. Il y a aujourd'hui dans plusieurs, même à la commune, tu pars pour un papier de extrait date de naissance. Il y a une personne qui fait que le cacher toute la journée. Oui ou non? C'est son seul métier, c'est que le cacher. Il y a une autre qui est uniquement dans la signature. Toute la journée, c'est ce geste. Ce n'est pas seulement dans le secteur industriel, mais on le retrouve même dans des guichets, etc. Bon, on peut sortir avec 5 idées de Taylor dans le cadre de l'école classique. Il nous encourage à créer une hiérarchie. Voilà les gens exécutants et voilà les gens qui commentent. Donc pour lui, la hiérarchie est très importante. L'autorité doit avoir une pyramide des personnes en haut et des personnes en bas. Il encourage aussi à avoir un principe d'exception. Ça veut dire quoi? Que chacun à sa place, les subordonnés vont avoir des tâches de chaque jour, routinières, qu'ils vont répéter toute la journée et tous les jours de semaine et toute l'année et toute la vie. Une seule tâche jusqu'à, bien sûr, nous on comprend quand tu refais la même chose tout le temps, qu'est-ce qui peut se passer dans ta santé mentale? Pire que la démotivation, tu risques de ne plus être Oui, tu risques parce que tu ne vas plus être créatif, ne plus rien créer, ne plus réfléchir. Tu vas faire off à ta réflexion. Donc tu vas perdre tes compétences, tu vas perdre ton talent, ton intelligence, tu risques la stupidité. La santé mentale est affectée. Seuls les problèmes exceptionnels et délicats doivent remonter. Ça veut dire ne nous dérangez même pas avec ce que vous vivez en bas et ne remontez que les choses exceptionnelles. Donc impossible d'installer la communie. Impossible. Qui commande? Le commandement est unique. Une personne en haut commande. Un jour, tu n'es pas d'accord, tu veux venir nous dire ton avis. Garde ton avis pour toi. Dans l'école classique, le système taylorien, tu n'es pas recruté pour t'exprimer. Tu es recruté pour exécuter. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle? Regarde. L'armée, c'est assez rigide. On dirait que nous sommes en armée. Et bien sûr, the right man and the right job. Le principe de spécialisation, tu ne me parles pas de mon service. Moi, je m'en occupe. Tu parles de ton service et tu travailles dans tes affaires. Chacun s'occupe de ses problèmes. Une mesure rapide et facile de la productivité. Ça, c'est un avantage parce que chacun va être évalué sur sa
tâche. Imaginons une couturière dans une usine, elle doit faire 300 jeans par jour. Donc, moi, à la fin de journée, je vais compter. Si elle fait 100, ça montre, j'ai mesuré rapidement et facilement son seuil de productivité. J'ai remarqué qu'elle n'est pas productive. Je peux l'évaluer en fin de journée. Un ouvrier, si donc ne travaille pas selon les objectifs, on peut jouer sur ça parce qu'il y a des personnes dans les usines, par exemple, qui travaillent jour ou semaine ou 15 jours. Donc, si on va compter combien d'objectifs ont été atteints, on va le payer selon les objectifs atteints, selon le rendement. Donc, maintenant, oui, il y a points positifs, c'est-à-dire moins de problèmes, moins de perte de temps, mais il y a bien sûr des points négatifs. C'est quoi? C'est que l'être humain n'est plus être humain. On le déshumanise, on lui enlève son côté humain. Il devient comme une machine qui répète les mêmes tâches. Ce n'est vraiment pas motivant. Déjà, le mot motivation n'existe même pas. Et il devient comme une sorte de petite machine, mini-machine, un automate. Donc, si on voit qu'il ne va plus bien, on lui dit franchement, vous n'êtes plus comme avant. Vous avez changé. Vous n'avez plus la même force. Je vous conseille de prendre un congé. On va vous appeler. Et lorsque la personne va partir en congé, vous avez deviné ce qui va se passer. On ne va pas... Ben oui, on ne va pas la rappeler. On va la remplacer. Oui. Donc voilà, l'étude taylorienne, et malheureusement ou heureusement, c'est vous qui allez réagir, elle est encore appliquée même maintenant en 2023. Et je pense qu'elle sera toujours appliquée parce qu'il y a des gens qui aiment que tout soit extrêmement bien fait, bien organisé, avec zéro problème, zéro délai. Donc, quelle est la méthode? On divise le travail de façon horizontale en créant des départs. Oui, chacun sa spécialité. Et on divise de façon verticale pour avoir un manager et une équipe qu'il va commander. Et c'est bizarre, c'est efficace en fait. Pour choisir les personnes qualifiées pour une tâche, on ne va pas choisir n'importe qui, on va rendre les choses difficiles en faisant des vrais entre... Oui, avec une période bien sûr. On vous dit, vous n'allez pas signer le contrat, vous allez rester avec nous 2 mois d'évaluation. Si vous donnez satisfaction, vous allez signer le contrat. Si vous ne donnez pas satisfaction, c'est juste un stage, mais qui ne sera pas un stage de pré-embauche. Donc ça existe encore, oui ou non? Et même quand il va être recruté et il signe le contrat, est-ce qu'on le laisse tranquille ou on continue l'évaluation? Bien sûr, il y a bilan de fin d'année. Il y a même des entreprises qui font un bilan en mars et un bilan en décembre. Il y a des entreprises qui font l'évaluation chaque fin de semaine. Chaque fin de semaine, tu dois venir montrer sur PowerPoint l'activité de la semaine. Maintenant, je sors de Taylor et je passe vers un deuxième auteur, c'est Henry Ford. Au moins, écrivez avec moi les titres. Je sais que vous prenez des photos, mais vous pouvez écrire avec moi au moins les titres pour pouvoir, à la maison, mieux vous organiser. Ça va? D'accord. 1863-1947. Ici, on se concentre avec lui sur 2 aspects. On doit développer le travail à la chaîne. C'est une continuité de l'esprit taylorien. Et on va appliquer, mais de façon sociale, cette pensée. C'est-à-dire, on doit montrer à la société que cette pensée taylorienne est efficace et qu'elle va permettre une rentabilité. Nous allons mieux découvrir. Lui, il s'est intéressé à un modèle d'organisation et de développement de l'entreprise à partir de 1908. Quel était son but, Ford? Ce qui importe, ce n'est pas les émotions ou la communication ou la motivation. Pour lui, ça, ce sont des mots. Et ce qui importe, c'est quoi? C'est tout faire pour... Il faut qu'on gagne le max du max de tous les max d'argent. Maintenant, tu me parles d'un cas ou une personne ou cette fille ou ce monsieur, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est l'argent. Si nous avons un esprit capitaliste, on ne pense qu'au gain, accroître la productivité. Donc, on va
mieux organiser les choses, moins parler, travailler toute la journée. Donc tu peux passer par exemple ici, tu vas même pas trouver quelqu'un qui parle. Tout le monde est concentré sur sa tâche. Ni plus, ni moins. Donc est-ce que la communication, etc., c'est un danger? Pour Ford, pas pour nous, pour Ford. Parce que s'il y a trop de communication, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc perte de temps. Les gens vont commencer à philosopher, l'autre il va dire moi je suis pas d'accord, l'autre il va dire je pense que. Vous n'êtes pas là pour penser, vous êtes là pour Je passe après Taylor et Ford à Fayol. 1841-1925. Le courant administratif. C'est vrai que je pars vite aujourd'hui puisque c'est une séance finale, mais je peux vous promettre de vous envoyer une vidéo claire de chaque économiste. Alors, le courant administratif avec Henri Fayol, il se concentre sur la réflexion. On doit réfléchir avant de diriger. Et cette réflexion nous pousse à réfléchir à quoi? Au système de management au niveau des administrations, qui est un système très difficile. Aujourd'hui même en 2023, on trouve de la difficulté à manager le secteur public, par exemple, où la personne a son poste pour toute la vie. Si vous travaillez avec le secteur public, vous signez à vie, oui ou non? Mais est-ce que si vous venez et vous commencez à prendre votre petit déjeuner dans la direction, vous remarquez ça quand vous partez dans certains guichets, au lieu que le monsieur ou la dame vous donne votre service, il vous dit « Attendez, je mange ». Vous êtes déjà... Je ne veux pas nommer... Il a la garantie qu'il a son poste. Maintenant, même dans le secteur public, on peut avoir une remontée d'informations, une réclamation ou un certain nombre de réclamations et la personne peut perdre son emploi. On peut, même dans le secteur public, dans l'administration publique, manager de façon rationnelle et ne donner la chance qu'aux personnes qui sont vraiment productives. Lui, son apport, il est basé sur son expérience. Il était le DG d'une grande entreprise minière. Vous connaissez les mines, on descend sous terre énormément de mètres pour sortir des ressources naturelles, l'or, etc. On descend vraiment, c'est un métier à risque. Et il a élaboré des principes et des règles de management et il va nous présenter certains conseils qui sont pratiques. Donc de sa petite vie, on va dire, ou de son expérience professionnelle, voici la vision de Fayol. Voilà. Il a partagé avec nous 6 points pour lui qui sont importantes, très intéressantes pour mieux gérer en entreprise. Il te dit, si tu veux être un bon gestionnaire, première des choses, choisis 3 activités. Des personnes qui vont se concentrer sur la production, choisis d'autres personnes qui vont se concentrer sur la fabrication et d'autres ciblent une clientèle qui va consommer. Donc tout doit être techniquement clair. 2, recrute un département ou choisis des gens spécialistes dans la vente et dans l'achat. Donc ils vont acheter les bonnes matières premières, ils vont faire un benchmark, une analyse comparative entre les bons fournisseurs, ils vont acheter les bonnes, on va dire, de qualité, mais surtout on va choisir les fournisseurs qui respectent les délais, qui respectent les premiers stéréotypes, parce que le premier stéréotype, ils peuvent nous envoyer un échantillon qui est magnifique. Et dès que nous signons avec eux, la qualité des matières premières commence à diminuer. Et nous, notre consommateur, il s'est habitué au début d'avoir une qualité X. Avec, malheureusement, les mauvais fournisseurs, on risque la perte de nos consommateurs. Donc, on doit, dans le service achat, choisir les personnes qui vont faire beaucoup d'efforts pour choisir les meilleurs fournisseurs qui ont une bonne réputation, qui respectent les délais, qui respectent la même qualité. C'est toute une affaire pour pouvoir vraiment avoir 0 problème. Parce que vous avez remarqué, je répète le même mot. Depuis tout à l'heure, je dis 0 problème. L'école classique cherche 0 problème. Pour eux, le problème ne doit pas exister. Les activités de sécurité, ils ont innové un système d'hygiène et hygiène, la propreté des locaux
et des contrôleurs qui viennent pour vérifier l'état des lieux. Est-ce que c'est propre? Est-ce que ça respecte les normes ISO? Vous entendez ça? Les normes ISO, c'est un système de qualité. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir protéger nos biens, protéger les personnes qui travaillent chez nous et protéger la santé du conso. C'est normal. Et bien sûr, il y a ici beaucoup de partenariats avec des laboratoires aujourd'hui qui travaillent pour on va dire, des laboratoires biochimiques qui font des analyses biochimiques des produits avant l'emballage pour certifier ce produit, est-ce qu'il correspond aux normes ou pas, avant de le lancer vers la commercialisation. Bien sûr, notre capital peut s'élever, il peut se développer. On peut chercher d'autres capitaux, d'autres partenaires, d'autres actionnaires. La possibilité est toujours là pour gagner plus d'argent dans des activités financières. Et bien sûr, on doit connaître notre situation. Est-ce qu'on va bien, on va mal, on a des problèmes ou non? Donc, se situer grâce au service de comptabilité. Donc, faire des inventaires, des bilans, des statistiques et nous focaliser sur les prix de revient. Il reste un point pour Fayolle qui est important et que je trouve important aussi, c'est penser à l'avenir avec la prévoyance. Organiser tout le temps, pas une seule fois par an en janvier, mais tout le temps rester en train de vérifier la qualité d'organisation, choisir des leaders ou des managers pour commander, permettre aux gens, oui, de travailler ensemble, la coordination, et venir après pour pouvoir vérifier. Comment vous trouvez son mode de pensée? Est-ce que vous le trouvez logique, rationnel, rentable ou non? Si vous êtes à sa place, vous allez choisir cette méthode? Vous pensez qu'elle sera? C'est rentable. Qu'est-ce que vous préférez à partir des trois? Fayolle ou Taylor ou Ford? Qu'est-ce que vous préférez? Fayolle. Les autres? Quel est le meilleur outil de gestion à votre avis? Fayolle? Vous le trouvez plus équilibré ou plus quoi? D'accord, je comprends. Nous allons partir voir rapidement 14 principes qu'il partage avec nous. C'est comme un fonctionnement de base de chaque jour. La première vision était une vision générale, classée en 6 points. Maintenant, il te dit, si tu as adopté ma méthode, si tu es d'accord avec lui, Fayolle énumère 14 principes d'activité administrative. Maintenant, si tu adoptes sa vision et tu la trouves rentable, prends de lui 14 façons de faire, 14 méthodes de gestion, 14 outils managériels. Appelle-les comme tu veux, mais moi je vais les appeler 14 stratégies. 14 stratégies de fonctionnement. Très bien. Donc, bien sûr, je me concentre uniquement sur la gestion du personnel. N'oubliez pas qu'avec Bac+3, vous pourriez être chef de service ou chef de projet ou chef. Ben oui, tu vas devenir un petit chef. Dans 3 ans, tu vas être mon collègue si tu choisis de travailler avec Bac+3. Et si vous choisissez d'être des courageux, des champions et continuer jusqu'à Bac+5, vous allez être peut-être un gestionnaire de départ, de département. Et pour les champions, les magnifiques en classe, peut-être qu'ils vont carrément être des mini-directeurs d'entreprise. Ne vous sous-estimez pas. Puisque vous avez choisi la filière gestion, vous allez avoir une très belle carrière. Il faut juste être sérieux. Mais il y a beaucoup de postes au niveau gestion. Parce que tout le monde a besoin d'un commandant. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui va gérer. Si vous suivez vraiment vos cours et vous suivez mes conseils pour avoir des stages dans lesquels vous allez pratiquer ce que vous étudiez en cours, donc tu as la théorie et la pratique, tu seras opérationnel à partir de Bac+3 ou Bac+5. Ne choisissez pas des postes d'exécu. Ben non, vous n'avez pas fait cette filière pour être un exécutant. Ah, mieux gérer le quotidien. Il nous dit, divise le travail. Donne aux gens l'occasion de choisir leur spécialité. Je vous donne juste l'idée. Installe pas trop de souplesse, trop de gentillesse. Installe une autorité et quelqu'un qui commande de façon très rationnelle. Donc, quand on recrute des gens capables de donner des ordres.
On ne parle pas de méchanceté, on parle de rigueur, de professionnalisme. Tu peux trouver une fille comme une fleur, très magnifique, gentille, mais elle est rigoureuse, elle est professionnelle. On ne va pas dire non, elle est méchante. Elle n'est pas méchante, elle est professionnelle, c'est son droit. Donc, dans le recrutement, vous choisirez le même profil. Troisième point, oui, montrez aux gens ce que vous n'acceptez pas. Et donnez-leur des limites à ne pas dépasser. Oui, c'est comme un contrat, un deal. Tu lui dis voilà ce que j'aime pas. Si maintenant lui ne respecte pas, il doit assumer. Et bien sûr, le quatrième point, ne multipliez pas les chefs. Pour chaque équipe, on doit choisir un seul chef. Si une équipe, elle a 2 chefs ou 3 chefs, elle va faire plaisir au premier, au deuxième, au troisième. Elle va être perdue. Il ne sera pas opérationnel. Pour chaque équipe, donner un seul chef. L'ordre sera accepté et la tâche sera établie, oui, effectuée. Et je trouve que c'est vraiment logique. Moi aussi, je suis de votre avis, je partage votre avis. Le 5e point, une unité de direction. Donc, ça rejoint le 4e point. Pour qu'on puisse travailler en regardant la même direction, donc on doit avoir un seul. Ben oui, c'est naturel. La subordination de l'intérêt individuel à l'intérêt général. Ça veut dire ne me parle jamais de ce que toi tu veux, mais le bien de l'entreprise prime. Ne me dis pas, madame, franchement, moi, dans mon service, je dis, stop, tu dois penser à l'intérêt collectif. Donc ici, on parle de quoi? De quelques sacrifices qu'on doit faire pour le bien de tous. Si quelqu'un fait maintenant son travail, il est sérieux, il est rigoureux, qu'est-ce qu'on doit lui donner? Qu'il soit juste, équitable. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de souplesse, mais au moins, on doit lui payer son effort. Comme ça, il pourra redémarrer de façon efficace le mois prochain. Mais si lui va s'aligner à toute notre stratégie et à la fin du mois, il voit que son salaire n'est pas équitable, il peut revenir en arrière, changer l'entreprise ou nous quitter. Il aura le droit. Ou sa performance pourra baisser. Je peux passer? Maintenant, le commandant, l'ordre va venir de lui. On doit centraliser l'ordre, on doit centraliser la stratégie. Chez qui? Chez une personne. Mais vous allez me dire, madame, le directeur général ne peut pas être présent pour tous. Donc, on doit choisir, on doit décentraliser, on va déléguer, partager partiellement la responsabilité avec des chefs de département. Et le chef de département, il peut être toujours là pour tous? Non. Donc, il doit aussi déléguer partiellement avec des chefs d'équipe. Donc, nous allons avoir une grande pyramide. Et les gestionnaires, c'est une grande partie de la pyramide, parce qu'il n'y a pas un qui est le PDG, mais il y a le DG, il y a le RH, il y a les chefs de département, il y a les managers. Tous sont impliqués dans la gestion. Ça va se faire selon un ordre naturel. Le point suivant suit le point d'avant, c'est la pyramide hiérarchique. Donc, tu dois absolument créer une structure. C'était notre cours de la semaine dernière. Et bien sûr, dans cette structure, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ordre. Donc, tu ne peux pas dépasser ton N1 et tu passes chez ton N2. Et il y a un respect de la hiérarchie. Chaque personne a la bonne place. Et si on respecte la vision totale de cet économiste, nous allons nous retrouver dans l'équité. C'est quoi l'équité? C'est la justice au niveau du relationnel et des comportements. Si chacun est à la bonne place, on respecte sa filière, son diplôme, son expérience, il sera content. Il sera motivé parce qu'il fait ce qu'il aime, il fait ce qu'il a choisi. Et en plus, si la rémunération, elle est correcte, donc il sera plus motivé. Donc, ce n'est pas la peine de venir le motiver oralement. Motive-le juste avec l'argent et le bon poste. C'est déjà une bonne motivation. Il partira chaque jour au travail avec le sourire. Il dit, j'ai choisi le métier que j'aime, je fais ce que j'aime chaque jour. Et à la fin du mois, je suis au moins récompensé par l'entreprise par rapport à mes efforts. Je passe actuellement à Max Weber dans le courant bureaucratique. Et vous avez remarqué, il y a un mot spécial, bureau. D'accord. Est-ce que je peux commencer? Bien sûr, j'ai commencé par
Frédéric Taylor, je suis partie à Henri Fayol au niveau de la gestion de l'administration. Maintenant, Max Weber, il nous encourage à rester dans la structure organisationnelle, c'est-à-dire le cours de la semaine dernière s'applique maintenant. C'est le fondateur de l'école sociologique. Quand tu dis le mot société est égal à des relations, oui. L'essentiel de ces travaux concerne le management. Le pouvoir, qui va prendre le pouvoir? C'est l'exécutant ou le gestionnaire? Le gestionnaire, d'accord. Mais cette façon de prendre le pouvoir, ce n'est pas tout le monde qui prend le pouvoir de la même façon. C'est ça en fait. C'est qu'il y a des mauvais gestionnaires et des bons gestionnaires. Et il y a différents types de gestion. Donc on parle de légitimité. La légitimité, ça veut dire, madame, j'ai mis à la porte ces personnes parce que c'était légitime. C'est quoi légitime? J'avais le droit. Donc le mot légitimité est égal à avoir le droit. Quand tu as le droit, tu me dis, madame, c'est légitime. Et quand tu n'as pas le droit, tu me dis, madame, non, c'est non légitime. On va voir alors les différentes légitimités. Quand est-ce que nous avons le droit? Je vais passer, voilà. Max Weber nous donne 3 droits dans le management, 3 possibilités d'action dans le management. Il te dit, il y a la légitimité, ça veut dire avoir le droit. Quand tu as le droit, quand tu as un charisme, les gens vont te respecter selon ton charisme. Je vais expliquer. Ou bien ils vont te respecter, tu auras le droit de commander, et ce droit, tu vas le prendre à partir des traditions. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Ou bien c'est la raison, la logique qui te donne naturellement le droit de commander. On va plonger ensemble dans le premier point. Regardez ce monsieur. Je l'ai choisi dans plusieurs slides ensemble dans le cours. Parce qu'il est pour moi une image d'espoir par rapport à chaque étudiant. Même quand vous allez partir en stage, je vous ai conseillé pour chercher un stage, de partir avec une chemise, un pantalon classe, ne pas déposer ton CV avec des espas ou ne dépose jamais ton CV avec un vêtement sportif parce que s'il voit que tu es en espadrille, etc., il ne va jamais te donner un stage. Vous vous rappelez? Je vous ai demandé si vous voulez déposer, les filles partaient avec une petite tailleur et les garçons avec veste, chemise, pantalon classe, pour donner visuellement déjà l'image d'un salarié. On ne peut pas donner le stage à visuellement quelqu'un qui ne fait même pas le marketing pour lui-même. Il ne se markete pas. Donc, regardez de quoi je parle. De l'image de la personne, sa forte personnalité, son charisme, sa présence. Comment visuellement il va être jugé. Eh bien, les gens peuvent te respecter pour ça. Tu auras le droit en entreprise de donner ton avis ou donner un ordre parce que les gens te respectent. Il y a un respect de ta personne. C'est pas ils te respectent parce que tu as un poste. Ils te respectent toi comme ça. Je suis sûre dans votre famille ou dans votre quartier, vous respectez quelqu'un parce que quand il parle, tu peux pas lui dire quelque chose. Tu dis non, non, madame, je le respecte beaucoup. Il a une présence, il a une forte personnalité. Vous avez au moins une personne comme ça dans votre famille ou votre quartier? Il peut crier, mais tu ne vas pas crier avec lui. Tu dis non, non, madame, je le respecte. Vous avez au moins une personne, par exemple? Non, ta mère, elle va te tuer si tu n'écoutes pas. Nous, les mamans marocaines, il n'y a pas de discussion. Je ne parle pas de... Ta mère, elle a l'autorité par le statut. Moi, je ne parle pas d'autorité par le statut de mère. Une personne hors famille ou une voisine ou un voisin qui n'a pas d'autorité de statut, mais tu vas le respecter parce qu'il a l'autorité du charisme. Vous connaissez quelqu'un que vous respectez, vous ne savez même pas pourquoi. C'est votre voisine, d'accord. Le charisme les gens au travail. Non, pas seulement. Il y a des personnes qui n'ont pas vraiment un poste extraordinaire, mais tu le respectes. Non, ça c'est un statut. C'est un respect par statut. Moi, je ne parle pas du respect par statut. La légitimité, elle est liée aux qualités personnelles. Tu respectes quelqu'un pas parce qu'il a de l'argent ou il a un statut, mais parce que lui, comme personne, mérite le respect.
Est-ce que vous, par exemple, est-ce que, à part votre statut, le nom de votre famille, est-ce que vous êtes une personne qui peut avoir des qualités personnelles, vous allez pousser les autres à vous respecter? Est-ce que vous travaillez sur votre personnalité, sur comment vous parlez, comment vous marchez, comment vous vous installez? Votre façade, elle est tellement professionnelle que vous poussez les gens à vous respecter. Vous avez déjà réfléchi à cela? Par exemple, quand on parle de leader, le leader n'a pas de poste, c'est le manager qui est le poste. Le leader peut se lever dans une réunion, nous expliquer une tâche, ça c'est en lui en fait. La générosité, il est là, il est intelligent, il peut partager avec nous des conseils, etc. Ici, je donne le nom de personnes qui ont marqué l'histoire, comme Henry Ford, le cas de Citroën, Renault, qui étaient tellement imposants, charismatiques, qu'ils ont donné leur nom aux marques. Thomas Watson pour IBM, Bill Gates. Le deuxième pouvoir, ce sont les traditions. Comme ce que tu viens de me dire, tu m'as dit ma mère. Normalement, dans la tradition marocaine, la mère doit être respectée. Donc, comment elle a gagné ce pouvoir? C'est pas par son poste ou par le charisme, c'est par les traits. Un grand-père très très âgé te pousse. Est-ce que tu veux le frapper peut-être, mais est-ce que tu peux? Regardez votre réaction. Pourquoi? Parce que vous croyez dans les valeurs et les traits, voilà, qui ont une légitimité, qui donne à chacun de nous, oui, le droit d'exercer, tout à fait. Donc c'est une forme traditionnelle liée à la personne. Ce n'est ni son argent, ni son statut, mais ce sont les traditions qui t'empêchent, comme vous venez de réagir, vous dites non madame, c'est une personne âgée. Le minimum c'est le respect. Donc elle peut gagner un pouvoir. Attention, j'ai parlé d'une personne dans la rue, ou dans la famille, mais en entreprise, en pleine réunion, une personne très âgée, vous n'êtes pas d'accord avec elle, et elle crie sur vous, et vous avez la capacité physique de la frapper, mais vous n'allez pas la faire. Je dis, madame, je peux la frapper, je suis musclée, mais je ne vais pas le faire parce que, madame, c'est une personne âgée. Donc, comment elle a gagné ce pouvoir? Uniquement par... Voilà. Si vous avez un cas le jour de l'examen, dans lequel on vous parle de Marie, 54 ans. Marie, quel âge? 54 ans. Et manager de notre service. Elle est toujours en colère. Et je vous parle de cette Marie. Et je vous explique dans la question, je vous dis, quel type de légitimité Marie utilise? Tu vas me dire, madame, la légitimité traditionnelle, c'est son âge. On ne peut pas être en colère contre elle. Ou bien 70 ans ou 60 ans, ça dépendra. Je passe au troisième point. C'est la légitimité basée sur la raison. Tu dis, madame, logiquement, je vais respecter cette personne. Pourquoi? Parce que quand tu vois quelqu'un en entreprise, je vais choisir juste les mots-clés. Quand tu vois une personne en entreprise, elle met en exécution certaines règles, les procédures. Elle maximise la performance. Elle touche tous les buts, toutes les fonctions. Elle est opérationnelle. Elle touche à tous les objectifs. Elle fait une croissance, elle lève le chiffre d'affaires. Donc tu me dis, madame, franchement, naturellement, je vais respecter cette personne. Logiquement parlant, elle est opérationnelle. Et quand elle ouvre la bouche, elle ne dit que des solutions. Mais c'est normal, madame, que je vais l'écouter, je vais la respecter. Donc comment cette personne a eu ce pouvoir? Grâce à, oui, son intellect, son intelligence et ses capacités. Donc on respecte les gens qui ont quelque chose à dire, qui sont pertinents, qui sont précis, qui sont utiles. Donc ici, dans cet appareil administratif, on va donner beaucoup de valeur à cette personne. Même si elle ne fait pas partie de notre bureau, elle fait partie d'un autre service ou d'un autre bureau, on va gérer le relationnel avec tous les autres bureaux avec un respect d'autorité rationnelle. Quelqu'un d'un autre service ou d'un autre étage va venir te donner un conseil. Tu lui dis, je sais que vous avez de l'expérience, je vous fais confiance, je vais appliquer votre conseil. Même si vous ne faites pas partie de mon service, mais votre conseil, il est pertinent. Et je vous remercie. Tu vas avoir automatiquement du respect. Imaginons, tu es dans un train, tu veux partir en voyage. Tu peux rencontrer en face de toi un monsieur âgé qui te donne un conseil. Ce conseil, tu ne vas jamais l'oublier de ta vie. Et tu vas suivre ce conseil. Comment il a osé te donner ce conseil? Parce qu'il a cette légitimité rationnelle. Et donc, dans cette légitimité, tu remarques qu'il y a intelligence, intellect, précision.
De ces écoles, nous allons plonger encore dans la continuité, mais avec une école différente. Nous étions où? Raison, raison et raison. Maintenant, on va changer un peu, parce qu'il y a des personnes, tu ne peux pas parler avec eux uniquement raison, ils ont un cœur. Ils te disent, mais arrête, je suis un être humain. Donc, il y a eu des économistes qui sont venus critiquer la première école. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans les critiques? Ils ont dit, la première école transforme les gens en robots. Il faut être plus souple, plus humain. C'est comme ça que ces économistes ont créé une nouvelle école qui s'appelle l'école des relations humaines. On passe 8 heures, 9 heures au travail ensemble. De l'école classique, trop rigide, un peu difficile pour certaines personnes. On a changé de dimension et on va maintenant se concentrer sur chaque individu, pas seulement l'argent, le chiffre d'affaires, les missions, les objectifs, on change même de vocabulaire. Aujourd'hui, avec cette école, on parle de l'individu ou on parle du groupe. Donc l'individu avec une performance individuelle ou dans le groupe avec une performance collective. Oui. Comment peut-on comprendre cette école? Avec un postulat très simple. Elle nous dit, qui est l'être humain qui travaille avec nous en entreprise? C'est un acteur, il a un rôle, c'est un travailleur, je sais. Mais attention, cette personne n'est pas un robot, cette personne reste un être humain. Et l'être humain peut changer d'avis, l'être humain peut traverser des états émotionnels. Aujourd'hui, il a signé le contrat pour rester avec nous 5 ans. S'il trouve une autre entreprise mieux payée, avec de meilleures conditions, une meilleure gestion de carrière, il pourra vouloir nous quitter. Donc il faut le motiver et le retenir. Donc ici, on va faire de la fidélisation du salarié. Et on va faire des formations, de la motivation, on va observer ses réactions. C'est ici où est né le management de proximité. Voilà, le management de proximité. Et même les comportements du salarié d'ordre affectif ou sentimental. Imaginons, toi tu es fatigué, tu fais ce geste au bureau. Si ton manager passe et il fait partie de cette école, il va te dire, qu'est-ce que tu as? J'ai vu, tu prends ta main, qu'est-ce qui se passe? Je peux t'aider. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de... Le manager va jouer le rôle de grand frère. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Et si tu as 500 salariés, tu vas être le grand frère de tout le monde? C'est difficile. Perte et des objectifs. Est-ce que nous sommes dans une association? On va écouter les problèmes de chacun. Bon, et si vous avez remarqué qu'on s'attache à la performance économique, mais par l'utilisation d'aspects sociologiques et d'aspects psychologiques. Donc, tu vas trouver un manager très intelligent qui te parle, il sourit, il te manipule. Mais il est comme un grand frère. Il te dit, moi je suis comme ton grand frère. Tu vas faire les heures supplémentaires, je veux que tu sois payé. Je pense moi à ton salaire. Il va crier sur toi, mais il veut ton bien. Il va te dire, bouge, réveille-toi. Tu lui dis, arrête, tu cries. Il te dit, oui, parce que je suis comme ton frère. Je ne vais pas te laisser tomber. Donc il crie, mais il te manipule. Voilà, c'est un système de manipulation. Et à la fin de la mission, il va venir, c'est le style qui va te toucher, il est tactile. Il peut te frapper ou te dire, vas-y, mais réveille-toi, mais avec le sourire. Il te dit, mais réveille-toi. Mais dans l'école terre-laurienne, personne ne touche personne. Bonjour, au revoir. Dans la distance. Est-ce que vous avez compris? C'est quoi la vision de l'école RH? Il nous dit, la motivation est une énergie. Donc, il faut créer de l'énergie au bureau. Orientée vers la satisfaction. Il faut que tout le monde soit souriant à 8 heures. Donc, c'est le type de manager qui va venir le matin, il va vous dire « Allez les jeunes, allez, vas-y, travaille, allez, motivez-vous ». Il va passer, il va donner une motivation de 2 minutes à tout le monde. C'est très différent de Taylor. Taylor, quand tu lui dis bonjour, il te dit au bureau. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes le style de bureau ou vous êtes le style sourire? Je vous ai dit, après le cours, vous allez choisir votre propre façon de manager. Bon, ici, on cherche la satisfaction du salarié. On va commencer par le premier auteur de cette école. N'oubliez pas que c'est une école de manipulation très intelligente au niveau du management. Et on arrive avec cette école à la performance.
Elton Mayo, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, il est un Australien qui est parti aux États-Unis. Il était professeur à l'université Harvard et il a fondé le courant RH, le courant des relations humaines. Il s'est basé sur le rôle de chacun dans une société. Et il a remarqué que lorsqu'on donne de la valeur à quelqu'un, il faut faire attention avec cette valorisation. Ne pas trop lui donner de la valeur, sinon il va commencer à faire des erreurs, et ne pas le massacrer. Donc toujours jouer avec la psychologie et changer le management selon la personne. Oui. Surtout dans les industries, parce qu'il a parlé de la psychologie industrielle, et vous savez que dans les industries, il y a un staff énorme, il y a beaucoup d'effectifs, quelquefois il y a 5000 salariés. Tu ne vas pas passer dans tous les bureaux, écouter les problèmes de tout le monde. Donc tu vas essayer soit de nommer certains managers, soit de trouver un moyen, si je passe chez cette équipe aujourd'hui, demain je passerai dans l'autre équipe, mais tu dois trouver un moyen de proximité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené une expérience particulière. Il a étudié les liens de productivité d'un petit groupe. Il est parti, il a mis un petit groupe en expérience. Et attention, qu'est-ce qu'il a fait à ce petit groupe? Il a diminué l'éclairage, il n'y avait plus de lumière dans l'usine. Travailler dans l'obscurité. Il a augmenté les heures de travail. Il ne leur a pas donné un salaire correct. Et pas beaucoup de minutes de repos. Donc, normalement, comment sont ces personnes? Dans des conditions négatives. Donc, normalement, ils doivent réagir, crier. Mais eux, ils n'ont pas fait ça. Regardez ce qui s'est passé. Voilà les résultats. Ça va vous choquer, mais c'est intéressant. Ils étaient 6 ouvriers qui ont subi cette expérience. Tout le monde les surveillait, tout le monde regardait leur comportement. Et on avait un autre groupe qui était là, témoin, qui les observait. Mayo et son équipe, voilà ce qu'ils ont constaté. Que le groupe qui a subi l'expérience a maintenu le même niveau de productivité. Ils sont restés en train de travailler avec le même niveau. C'est pas normal, oui ou non? Maintenant, même s'ils ont été privés de toutes les améliorations, les conditions physiques difficiles, et il a expliqué, il a donné un nom à cette expérience, ça s'appelle l'effet Hawthorne, en gestion et en management. L'effet Hawthorne. Qu'est-ce que ça veut dire, l'effet Hawthorne? Ce sont des gens qui ont subi des conditions catastrophiques et malgré ça, ils sont restés avec la même qualité de travail. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ils sont restés opérationnels? Pour quelles raisons? Eh bien, les ouvriers de ce groupe expérimental étaient motivés que par le fait qu'ils font l'objet de l'expérience. Ils étaient contents parce qu'ils étaient filmés. Ils étaient contents parce qu'ils étaient observés. Ils étaient contents parce que quelqu'un s'est intéressé à eux. Lorsqu'on s'intéresse à quelqu'un, il peut travailler doublement. Je vous donne la preuve aujourd'hui en 2023. Si, Inch'Allah, une personne de cette classe devient directeur, je l'espère pour vous. Toi, ton salaire, c'est un salaire important. Tu descends chez le concierge en bas. Le concierge, est-ce qu'il aura le même salaire? Mais attends, tu vas lui dire « Bonjour, ça va? Regardez ce que tu as fait. Tu as touché. Donc, valorisé. Tu n'as pas regardé, tu lui dis « Pose-toi. » Non, tu l'as regardé avec sourire, eyes contact, touché, tactile. Tu lui dis « Ça va? Tout va bien? » Tu vas aller plus loin, tu vas mettre l'autre main sur son épaule. Quand tu fais comme ça à quelqu'un, est égal à disparition des frontières. Oui ou non? Qu'avec ce geste, il commence à se motiver. Et attention à la manipulation, c'est plus grave. Il va lui dire « Ça va, tu vas bien, tu as combien d'enfants ?»« Oh, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de poser des questions perso. Il s'intéresse à moi, monsieur le directeur. Monsieur le directeur s'intéresse à moi. » Il va lui dire « Monsieur le directeur, je ne vais pas vous déranger avec mes problèmes. » Il lui dit « Dérange-moi, c'est toi le chef ici. C'est toi le chef. C'est toi, personne ne rentre. Si toi le chef, tu laisses personne rentrer. C'est toi qui nous protège. » Moi, je sais les gens qui travaillent, c'est comme toi. Et comment s'appelle ta fille? Tu l'embrasses. Tu lui dis qu'elle peut être fière de son fils.
Attention, hein, j'ai confiance en toi. Moi, quand je pars tranquille. Parce que c'est toi qui t'occupe de tout. Lui, il va partir. Qu'est-ce qu'il a perdu? 2 minutes. Avec 0 promotion, 0 augmentation. Il a perdu 2 minutes. Le monsieur va partir et il le regarde et lui dit, le concierge, comment il va lui faire? Il va lui dire, comment il va vivre cette journée, le concierge? Comment il va vivre cette journée? Tous ses dents, on les voit. Le sourire absolu. C'est une quoi? C'est une méthode Hawthorne parce qu'on s'est intéressé à lui. Toute la journée, il y aura des étudiants comme vous, des gestionnaires universitaires qui vont venir déposer leur CV. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Stop, tu n'as pas le droit de rentrer, c'est moi qui commande. Il peut te mettre dehors alors qu'il n'a pas le même niveau culturel, il n'a pas le même niveau social, ce n'est qu'un concierge. Avec tous mes respects pour tous les concierges qui font un excellent travail. Mais ce n'est pas la même position sociale. C'est un étudiant universitaire, on doit lui donner l'accès. Il va te dire non, stop. Et il va te mettre dehors. Il va exercer son pouvoir parce qu'il s'est senti import. Et il va partir chez sa famille et dire à sa famille, sa femme, sa fille, vous pouvez être fiers de votre père, le directeur général qui ne parle à personne. Il ne parle à personne. Il m'a parlé moi. Ça veut dire que moi, je ne suis pas n'importe qui. Vous devez absolument me respecter. Et il va, dans tous les cafés qu'il va prendre, quand il va s'asseoir avec les copains dans le quartier, est-ce que c'est une histoire qui va se répéter? Oui. L'effet histoire. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Un salarié mal payé, dans de mauvaises conditions, mais très fort. Et il va venir chaque jour avec le sourire et chaque jour il sera performant. C'est une sorte de manipulation très intelligente, très pratiquée aujourd'hui en management et en gestion. En 1947, il s'est focalisé sur le leadership. Il nous a dit que si tu veux gérer tes salariés de façon efficace, tu dois absolument être positif, être charismatique, les aider, les écouter. C'est ça un leader. Et leur montrer qu'ils peuvent te faire confiance. Donc, lui, il ne se consacre pas uniquement aux ordres. Il nous dit, il faut vérifier quand quelqu'un il est en groupe. Est-ce qu'il est timide? Il faut l'aider. Est-ce qu'il est silencieux? Il faut l'aider. Il ne faut pas seulement... Oui, parce que quelqu'un dans un groupe peut être effacé, marginalisé, ou il ne prend pas la parole, ou timide. Il ne faut pas seulement donner des ordres. C'est facile de donner des ordres, mais c'est plus difficile de créer un climat social positif, exactement. Il a conseillé chaque gestionnaire de travailler sur 3 choses, 3 variables. Soyez innovateur dans votre méthode de gestion. Lui, il est contre Taylor. Taylor, il a dit, ne sois pas innovateur dans le mode de gestion. Prends un mode de gestion et travaille tout le temps avec le même mode de gestion. Mais celui-là, il nous dit non. Innover, changer, selon la tête du client, selon le comportement de la personne. Avec les gentils, on va être gentil. Avec les méchants, on va être difficile. Avec les gens qui changent, menaces, avertissements, ça dépend. On ne peut pas se comporter avec tout le monde de la même façon. Mais on va créer des conformités, ça veut dire des règles de jeu à suivre. Ce sont des deals, une charte, une culture interne et on va leur donner des procédés qu'ils doivent suivre. Ça s'appelle la normalisation. Et pour le style de leadership, il a proposé, Kurt Lewin, 3 styles. Chacun de nous peut choisir le meilleur style pour lui. Il influence la motivation. Le premier leadership, c'est le leadership laisser faire. C'est quoi ce leadership? Ça veut dire, tu expliques au début de l'année, en janvier, et tu vas laisser les personnes travailler toute l'année. Laisser faire les gens, sans les suivre. Et à la fin d'année, en décembre, dans le bilan de fin d'année, si tout est positif, tu vas les féliciter, leur donner des primes, des promotions. Et si tout est négatif, tu leur dis, je t'ai donné ta chance, je t'ai fait confiance, mais tu n'as pas profité de cette chance. Donc, au revoir et tu vas remplacer. Comment vous trouvez ce style de leadership? Dangereux ou non dangereux? Parce que la personne risque de perdre son emploi. Et le bilan de fin d'année risque d'être négatif. Donc, faire confiance aux autres tout le temps, ce n'est pas bon.
Même si c'est un adulte qui te dit, ça y est, c'est pas la peine de venir à mon bureau. Tu m'as expliqué en janvier, arrête s'il te plaît. Tu vas pas me suivre tout le temps. Il faut pas lui dire désolé, désolé, d'accord, d'accord, je vais te faire confiance. Trop faire confiance à tout le monde risque de créer des problèmes. Donc la confiance, elle est un point à revoir. Le leadership autoritaire est différent. C'est un leadership dans lequel il t'encourage, il t'écoute, mais il peut crier sur toi, il peut te donner un ordre. Donc c'est comme un caméléon. Une fois gentil, une fois méchant. Dans la même personne, il y a une certaine schizophrénie logique. Tu dis, hier, il était souriant. Maintenant, dans la réunion, regarde comment il nous regarde. C'est bizarre. Et il peut crier dans la réunion. Et dès qu'il sort, il te dit, on prend un petit café. Tu lui dis, mais tout à l'heure, dans la réunion, tu étais énervé. Tu dis, là-bas, dans la réunion. Maintenant, c'est autre chose. Donc, tu laisses le suspense. Et les gens ne savent plus quoi faire, donc ils se surveillent, ils font leur travail. Ils disent, aujourd'hui, on ne sait pas comment il va être. C'est mieux de faire notre travail. Donc, c'est un style de management intelligent. Et le leadership démocratique, c'est lorsque on ne prend jamais de décision, sauf si on demande à tout le monde et on fait le vote. Et lorsqu'il y a le vote, il y a le respect de la décision. Même si elle ne va pas plaire à tout le monde, mais le vote, c'est lui qui commande. Comment vous trouvez ce style aussi? Positif ou négatif? Donc, si vous voulez choisir, c'est laisser-faire, autoritaire ou démocratique? Ah bon, donc autoritaire qui vous intéresse. D'accord. Je pars à Abraham Maslow que nous avions déjà étudié ensemble dans la pyramide des besoins. Il avait classé 5 besoins de chaque être humain. Il a dit pour mener les gens vers la réussite, pour mener les équipes vers la performance, toucher leurs besoins, donner une réponse à leurs besoins. Quand un salarié a tous les besoins dont il a besoin justement, donc il pourra être motivé. C'est un psychologue américain qui a travaillé sur la motivation. Il faut motiver l'être humain si tu veux lui faire faire une tâche. Il a classé les besoins en 5. On les a déjà vus ces 5, vous vous rappelez? On les avait vus 2 fois. Il faut donner aux salariés des besoins physiologiques, un bon salaire, oui, pour lui permettre de manger, de s'habiller et d'avoir un petit appartement, une maison pour se protéger. Les besoins de sécurité, il faut que le salarié puisse avoir la CIMR, la CNSS, le minimum. Oui, la retraite. Oui, tout à fait. C'est la pyramide de Maslow. Les besoins d'appartenance, il faut qu'il sente qu'il fait partie d'une famille. Et d'ailleurs, beaucoup de directeurs, ils disent « tu es comme mon fils, tu es comme ma fille, nous sommes une seule famille ». C'est un vocabulaire qui peut être pratiqué dans une entreprise qui vise la motivation, on est tous une petite équipe. Et bien sûr, le salarié, si tu veux qu'il donne plus, donne-lui plus. C'est un rapport gagnant-gagnant. Si le salarié voit qu'il va avoir des promotions, qu'il est respecté, c'est normal. Il va se sentir dans l'estime, dans le respect de soi et le respect des autres, et il va faire des efforts. Et bien sûr, les besoins d'accomplissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire responsabilité. Donne-lui plus de tâches. Ce n'est pas logique de laisser une personne faire H24, 5 ans la même tâche. Les gens changent. Peut-être qu'elle a fait d'autres formations, elle a un nouveau master, elle a une nouvelle certification. Donne la chance aux gens de se développer dans le cadre d'un établissement qui se base sur pas seulement l'ancienneté, mais sur les nouveaux diplômes. Imaginons, toi, tu as Bac plus 3. Mais après, tu vas faire master. Mais maintenant, tu es rentré chez nous en entreprise avec ton Bac plus 3. Tu as un poste avec un salaire. Mais quand tu passes le master, normalement, qu'est-ce qu'elle doit faire l'entreprise? Elle doit te donner une nouvelle avec un nouveau salaire. Et tu sens que dans cet établissement-là, tu as un rôle qui évolue. Mais s'il te dit non, vous êtes rentré avec Bac plus 3, vous allez avoir le même poste, le même salaire. Tu vas sentir que tu n'es pas motivé. Voilà, il les a classés en 5. Le plus important sont à la base. S'ils sont à la base respectés, on peut aller vers le deuxième. Et si le deuxième est respecté, on peut aller vers le troisième, ainsi de suite, pour créer une pyramide de motivation. Et si le salarié est motivé, il pourra être performant. Je peux passer? C'est bon? Maintenant, je passe à la théorie X et Y de MacGregor, Douglas MacGregor. Je peux?
Alors, qui est ce monsieur, qui est cet économiste? C'est un psychosociologue américain qui a travaillé pendant 10 ans sur le management des salariés, le management de projet, au Massachusetts Institute of Technology. Il a étudié le comportement humain, principalement, parce qu'il dit que l'homme, si on le gagne, on gagne sa confiance, il peut faire des efforts. Et il a développé 2 théories qui s'appellent la théorie X et la théorie Y. On va les étudier et à la fin, tu vas me dire toi-même si toi, tu fais partie de la théorie X ou est-ce que toi, tu fais partie de la théorie Y. Vous avez pris des photos? Alors, les premiers, ils sont pas du tout ambitieux, très peu d'ambition. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je sais pas, ça dépend. Est-ce que tu veux continuer le master? Je sais pas, ça dépend. Est-ce que tu veux une mention? Je sais pas, ça dépend. Tu vas préparer tes cours? Je sais pas, ça dépend. Je veux juste un 10. Il cherche juste là, c'est que juste un 10. Je veux juste un poste. Toujours la récompense ou toujours les menaces. Quelquefois, ils sont immatures. Il te dit, tu ne m'as pas donné la promotion. Ça y est, je ne vais plus parler avec toi. Tu lui dis, vous avez monsieur 35 ans. Ne parlez pas comme ça comme un enfant. Il va se fâcher dans une réunion. Il va se lever. Il va dire, je suis désolé, je ne peux pas rester. Ma dignité. Vous comprenez ces gens-là qui croient qu'il est dans un film alors qu'il est dans la planète réalité. Vous connaissez des gens qui dramatisent. On dirait qu'il est un enfant. Non, mais madame, la façon avec laquelle il m'a regardé, c'était un regard. Je lui dis, nous, on parle d'objectif ou de regard? Non, mais madame, ma dignité. J'espère qu'il n'y a personne comme ça en classe. Vous n'allez pas vous fâcher avec quelqu'un à cause d'un regard ou un mot. Faites attention. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire dans le management? Il faut toujours les surveiller, être derrière eux, leur donner des menaces pour qu'ils se mettent au travail. Il ne va pas vraiment être opérationnel. Donc, ils font partie de quelle théorie? C'est la théorie? J'espère que personne dans cette classe n'est de la famille de la théorie X. C'est vrai? On a une personne qui le dit avec sourire, elle assume. Donc la théorie X, c'est des gens paresseux, ils veulent juste dormir. C'est quoi ton activité préférée? Dormir, madame. Ils n'aiment pas travailler. Tu dis, j'espère que j'aurai une fortune et je ne travaillerai pas. Ils ont besoin toujours au travail d'être contrôlés. Ils évitent de travailler. À chaque fois que c'est possible, ils se reposent. Et quelquefois, c'est dangereux parce qu'ils vont manquer de sens de... Tu dis, le client. Arrêtez, madame, le client, je ne l'ai pas vu mardi. C'est pas grave. Je le vois mercredi ou jeudi ou vendredi. C'est la même semaine. 3 jours de retard, c'est quelque chose. C'est pas très grave, ça y est. C'est comme les étudiants qui vont vous dire, tu n'as pas révisé, c'est pas grave. Tu as la 2e session, c'est pas très grave. Il y a la 2e session. On a toute la vie. On a toute la vie. Vous connaissez ce type de personnes? C'est théorie X. Il ne faut jamais s'approcher de ce dangereux profil. Éloignez-vous d'eux. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. La théorie Y, c'est le contraire. Et j'espère que dans cette classe, il y a plusieurs. Pour ces personnes, le travail est naturel. C'est comme jouer ou se reposer. C'est naturel, le travail. C'est un besoin. Il te dit, moi, je ne peux pas rester à ne rien faire, madame. Je m'ennuie, je dois faire quelque chose. Madame, j'ai besoin de motivation, j'ai besoin de bouger. Madame, j'ai besoin... Il a besoin de ce travail-là. Et il n'est pas paresseux, pas du tout. Regardez l'image que j'ai mise. Il est toujours souriant. Et dites-moi, avec les mains levées, qui font partie de la théorie Y, qui est la théorie positive? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y. 14, 15, 16. Ça va, j'ai un bon nombre. D'accord, 17, 18. C'est parfait. Très bien. Ne vous inquiétez pas, je pars vite, mais je vais vous envoyer des vidéos longues, de 10 minutes chacun, dans lesquelles il y a plus d'explications. Je pars à Herzberg. Herzberg, c'est une théorie bifactorielle des besoins. Qu'est-ce que ça veut dire, la théorie bifactorielle? C'est très simple.
Oui, c'est très très simple. Avec ce psychologue américain qui est professeur de management, toujours concentré sur le même aspect, la motivation au travail, comme Abraham Maslow, comme les autres auteurs que nous venons de voir dans l'école des relations humaines. C'est une photo? Alors, il s'est inspiré de la théorie des besoins de Maslow, c'est-à-dire il faut satisfaire les besoins de mes salariés, mais il l'a développé davantage. Et il a sorti de cette vision de Maslow deux facteurs, deux variables importantes. Il nous dit, si vraiment tu veux un salarié motivé, voilà deux autres aspects que Abraham Maslow a oubliés. On va les découvrir. Le premier facteur. Le message est simple. Si tu veux que ton salarié travaille à 100%, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Il faut lui donner la sécurité. Donne-lui un statut clair. Il doit savoir, lui, il a quel poste. Il doit avoir le poste sur son contrat. Et non, pas tu lui dis, non, on ne va pas préciser le poste, vous allez faire beaucoup de tâches. Je ne suis pas esclave moderne. Je dois préciser mon poste. Il y a des entreprises qui ne veulent pas le faire. Pour qu'ils te laissent à chaque fois que quelqu'un a besoin de toi, il t'appelle. Tu te transformes du statut salarié en statut d'esclave moderne. N'acceptez jamais un vide, un flou. Il faut toujours préciser, moi je vais occuper, s'il vous plaît, quel statut exact. J'en ai besoin, j'ai besoin de le savoir. Il te dit aussi, si tu veux que ton salarié soit motivé, ne le laisse pas seul, crée des relations avec les subordonnés. Il faut tout le temps des relations, des communications. Et les conditions de travail, franchement, lumière, petite kitchenette, il y a même aujourd'hui des entreprises à Sidi Maalouf, juste ici, qui ont un petit espace kitchen, où il y a les cornflakes, Mars, etc., où il y a des baby-foot, où il y a des petits fauteuils. Quand tu es fatigué, tu pars te reposer 5-10 minutes. Ils ne travaillent pas par pointage, ils travaillent par objectif, et c'est beaucoup plus intéressant. La personne peut rester à 11h du soir au boulot, au travail, dans son bureau, et elle est vraiment dans le sourire, dans le bien-être. Elle sait qu'elle peut venir à 9h ou à 10h parce qu'elle ne peut pas se réveiller tôt. Il y a des gens qui détestent se réveiller tôt. Donc, ils travaillent beaucoup plus par objectif. Et c'est beaucoup plus intéressant. Et bien sûr, le salaire. Il y a d'autres variables comme la politique salariale, d'évolution, de gestion de carrière. Donc, le RH doit faire son travail pour motiver les gens et leur gérer leur carrière. Les gens doivent évoluer. La relation avec les collègues, faites-leur des réunions, laisse les gens se connaître, laisse les gens parler, s'exprimer, c'est important. Ce sont les conseils qu'ils nous donnent dans cette première variable qu'on appelle extrinsèque d'hygiène. L'hygiène, c'est vrai que c'est la propreté, mais nos locaux doivent être propres, nos relations doivent être propres, clean, basées sur un respect, les conditions doivent être propres. La propreté n'est pas uniquement la propreté d'un local, mais même les relations doivent être clean. Les esprits doivent être clean. Est-ce que vous avez compris ça? D'accord. Et bien sûr, je passe à l'école contemporaine qui est un peu moderne, qui est venue avec de nouvelles idées, de nouvelles, de nouveaux conseils, de nouvelles stratégies pour nous aider à mieux gérer en entreprise. Pour commencer, nous avons en principe 4 écoles, la néoclassique, systémique, de contingence et l'école japonaise. Alors, l'école néoclassique, je vais commencer par Drucker, Sloan. J'ai ligné, je ne vais pas le citer parce qu'il y a presque les mêmes idées que les deux premiers. Je vais me concentrer sur Drucker et Sloan. Je vais commencer. Drucker, très très facile, très simple. Ce monsieur nous conseille le point que je viens d'expliquer. Parce que tu peux mettre carte de pointage et les gens vont venir à 8h du matin. Mais qui te dit qu'ils vont travailler? Peut-être qu'ils vont venir à 8h et ne pas travailler. Peut-être qu'ils ne seront pas performants. Peut-être qu'à 8h, il ramène son petit-déj et il commence à manger au bureau. Donc, il va démarrer à 10h. Oui ou non? Tu dis, laisse-moi tranquille, c'est le matin, je dois d'abord boire un café. Il y a beaucoup qui vont tricher. Et donc, le fait de ramener les salariés à 8h du matin n'est pas une garantie de leur efficacité. Donc, qu'est-ce qui est plus intéressant pour Drucker? C'est de manager par... Voilà. Il nous dit la phrase suivante que je trouve aussi très très logique. Le manager doit donner à chaque personne en entreprise d'abord un objectif et tu lui dis un délai. Tu as une semaine, le vendredi, 5h de l'après-midi, tu viens chez moi, au bureau, et tu me fais un PowerPoint sur l'état d'avancement.
Et on discute s'il y a des problèmes, si tu as besoin de moi, je suis là. Mais tu dois faire le suivi de ses objectifs. Et si lui a accepté l'objectif, donne-lui les ressources. S'il doit faire des déplacements, donne-lui des bons d'essence, donne-lui une voiture de service. Tu ne vas pas lui dire « pars en train et paye toi-même le train et après tu me ramènes les bons ». C'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. La personne part, la pauvre, elle mange toute seule, elle fait tout toute seule. Et si elle a un problème au niveau des bons, le service financier lui crée beaucoup de retard de paiement. Il te dit « moi j'étais à Dakhla, je ne peux pas revenir à Dakhla pour corriger le bon ». Il te dit « ah désolé, il fallait ramener le bon ». Donc, il faut donner les ressources aux gens et bien sûr, vous leur expliquez comment ils vont être évalués. C'est les règles de contrôle. Tu leur dis, l'évaluation va se passer tel mois ou tel jour, préparez-vous pour qu'ils sachent combien de temps ils ont pour pouvoir finaliser. Bien sûr, Drucker nous demande quand même d'être clair. Ne posez pas des objectifs non clairs, compliqués. C'est pas la meilleure option. Quand tu veux parler à quelqu'un, parle clairement. Ne choisis pas des mots très compliqués, technologiques, de façon à bloquer la compréhension. Sois aussi opérationnel. Des phrases rapides, claires, nettes, avec peut-être une feuille dans laquelle tu vas noter les éléments ou un PowerPoint pour que le salarié comprenne ce que tu veux et montre-lui que cette tâche que tu lui as donnée, il va être sur le terrain, opérationnel. Donne-lui un intérêt. Cette tâche, donne-lui un intérêt pour que lui-même soit motivé et ne lui donne pas tout. Il va craquer, il va exploser après. Répartis les tâches, divise selon chaque personne et sa compétence. Et bien sûr, le travail doit être amusant, il doit être avec un intérêt motivant et amusant pour que même la personne qui souffre, qui galère, mais elle a le sourire, te dit je suis trop fatiguée, mais j'ai le moral, j'adore ce que je fais. Et on le remarque, des gens qui ont vraiment le sourire, même s'ils travaillent beaucoup. Contrairement à d'autres personnes, à 8h du matin, à côté des feux rouges, vous voyez comment ils sont comme ça dans leur voiture. Ils sont en avance négatif avant de rentrer au bureau. On sent qu'il y a insatisfaction. Et bien sûr, la gestion des impacts et des responsabilités sociales. Sachez qu'un être humain, ce n'est pas uniquement une force physique, comme a dit Taylor, mais c'est une santé mentale. Il y a la santé physique et il y a la santé mentale. Quand vous voyez que quelqu'un parle et il tremble, ou il parle et sa joue tremble, ou bien il parle et il ne structure pas sa pensée, est-ce qu'il faut lui donner un déplacement chez un client? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Parce que tu dois prendre ce facteur social en considération. Tu dois lui dire, peut-être que tu es fatigué, prends-toi 2 jours, repose-toi. Tu dis, repose. Et après, on discute. Mais si vous donnez la bonne tâche c'est une bonne personne, mais elle passe par une période où elle est fatiguée. Ça peut arriver à chacun de vous. Tu risques ton poste et son poste. Donc, repérage, observation. Je passe à Sloan, Alfred Pritchard Sloan, qui nous parle de cette organisation, mais avec un plan. Il a rajouté un mot, c'est le plan de travail. Ne donnez pas trop d'objectifs dans le vague, mais dis-lui quelle est la première, quelle est la deuxième, quelle est la troisième action. Si tu établis un ordre, il va commencer par les tâches les plus essentielles, les plus prioritaires. Donc sa vision, c'est quoi? C'est rapprocher le système de décision de l'action. Et il va décentraliser le pouvoir. C'est-à-dire, ce n'est pas lui seul, le chef, qui commande, mais tout le monde est responsable de sa tâche. Il te dit, écoute, moi je t'ai expliqué ta tâche, tu es responsable de ta tâche. Donc, je te donne la responsabilité de quoi? Tu peux être flexible, tu peux être créatif. Si tu vois que quelque chose ne va pas, innove, gère la chose. C'est une sorte de c'est une sorte de responsabilité. Et au lieu d'attendre que toi tu viens, le monsieur a déjà fini la tâche, il a trouvé la solution, il continue le travail, on gagne et on développe les compétences, on développe l'esprit d'initiative. Les gens sont plus autonomes, ils deviennent des vrais hommes et des vraies femmes, capables de prendre des décisions. Et tout le monde sent qu'il fait partie de la famille. Et d'ailleurs, il y a des salariés qui te disent « c'est mon bureau, c'est mon service ». Ils commencent à utiliser « mon ». Je travaille sur ce projet qui est mon petit bébé, ça fait 6 mois. Il commence à vraiment sentir l'appartenance. Donc, il peut venir dimanche, il peut venir samedi. C'est bon, tu l'as gagné. Lorsque tu l'as responsabilisé et tu lui as dit, c'est ton projet, attention, ce n'est pas le projet de l'entreprise, c'est la tâche de l'entreprise. Il sent qu'il fait partie réellement de la famille et que nous sommes tous, pas un groupe, mais une équipe.
Je passe à la deuxième école, qui est l'école systémique. On va voir trois auteurs, Bertalanffy, Forrester et Mintzberg, qui parlent de la structure et du système. J'avais déjà parlé du système et de son importance en classe, parce que nous sommes dans un marché et nous devons avoir dans ce marché-là des relations. Mais maintenant, en entreprise elle-même, il faut avoir des liens. Tu n'es pas dans ton bureau fermé, tu fermes la porte, il faut avoir des liens avec tout le monde. On va découvrir. Je passe? Vous avez pris la photo? D'accord. Ludwig von Bertalanffy, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans son ouvrage General System Theory que toute entité, ça veut dire toute entreprise, c'est un système composé de plusieurs parties. Il y a des parties microéconomiques et des parties macroéconomiques, donc l'environnement proche et l'environnement extérieur. Comment il voit les choses? J'ai mis ici une petite image, je ne sais pas si ça se voit, c'est comme un cybergéant, ça s'appelle l'open space. Open space, ça veut dire chacun, il a un bureau tout petit, 1 mètre sur 1 mètre. À droite, il y a une personne. À gauche, il y a une personne. Devant, une personne. Ici, une personne. Dès que tu lèves la tête, il te dit, ce monsieur, ça va? Tu lui dis, ça va. Et celui-là, il te dit, ça va? Tu lui dis, ça va. Et l'autre, il te dit, ça va? Tu lui dis, toi aussi, ça va, ça y est. Et l'autre, il te dit, tu veux nous dire quelque chose? Tu lui dis, rien, je travaille, j'ai juste levé la tête. Qu'est-ce que ça génère? Beaucoup d'éléments, beaucoup d'interactions, beaucoup de discussions. Qu'est-ce que ça génère? C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien pour l'entreprise pour qu'elle te surveille. Combien de fois tu es parti aux toilettes? Combien de fois tu prends le téléphone? Tu peux même pas prendre le téléphone. Tout le monde surveille tout le monde. Tu veux juste souffler, il te dit, ah, tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué. Tu veux 2 jours? Tu lui dis, je suis pas fatiguée, juste je respire. Tu dis, ah, tu respires, tu as des problèmes de respiration, tu es malade. Il faut qu'on te remplace. Tu lui dis, non, non, je suis bien, je veux travailler. Il y a le risque de perdre son poste. Toute la journée, tu as peur. Tout le jour, tu stresses. Parce que c'est bien d'avoir des relations, c'est très bien. C'est bien la transparence. Tout le monde observe tout le monde. Si on veut une réunion, on dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout le monde dit oui, oui. Réunion 5 heures, salle de réunion. Tu dis ok, ok. C'est pas la peine d'écrire des mails, perdre de temps. Tout le monde est au courant de l'information. Mais à force de tout le temps t'observer, tu n'as plus d'espace privé. Ça peut stresser et démotiver au lieu de motiver. En tout cas, ici, le système, pour lui, il peut être ouvert ou fermé. Donc, on peut mettre certaines personnes dans leur bureau avec des murs, ils sont tranquilles, tout seuls. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a de grands espaces. Aujourd'hui, on achète un plateau. Comme tu pars ici, juste à côté de nous, au Zénith, etc., il y a des grands plateaux. Ça veut dire une seule porte et tu rentres et tu trouves 300 bureaux. Tout le monde travaille à côté de tout le monde. Tout le monde clique sur les claviers. Tout le monde marche et tout le monde parle au téléphone. Ce bruit, 8 heures par jour, qu'est-ce qu'il va causer? Tu peux frapper quelqu'un en fin de journée. Parce que trop de bruit pendant une longue durée. Il te dit, ah, vous êtes nerveux, il faut se calmer, je suis désolée. C'est ça ce qu'ils font aujourd'hui depuis des années. Maintenant, à partir, je pense, de 6-7 ans, tout le monde a cassé les murs, tout le monde évolue dans un open space. On peut choisir le système ouvert ou le système fermé, c'est un choix, mais la plupart aujourd'hui choisissent les systèmes ouverts. Pourquoi? Parce qu'on doit rester dans la transparence. Et comment ils expliquent les choses? C'est que ça donne plus de croissance, plus de rentabilité et plus de productivité. Mais ils oublient le facteur personnel d'absence de vie privée. Je vais passer rapidement, je prends 3 ou 4 minutes, ça marche? Vous avez un cours après moi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Forrester, c'est un autre économiste qui veut aussi motiver les salariés. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: travaillez dans un système et soyez unis. Présentez des choses concrètes à vos salariés, tangibles. Et bien sûr, il y a d'autres éléments tangibles comme la culture et l'histoire, mais discutez avec vos salariés parce que le système pour lui est un système finalisé. Le système, ça veut dire cette entreprise dans laquelle nous sommes doit être organisée avec un plan, avec de la clarté, avec des objectifs. Et le système doit être aussi organisé avec une hiérarchie. Je pense que Forrester, il n'a pas demandé la lune, c'est très clair. Il veut un ordre, une hiérarchie, des relations en interne. Et je pense qu'avoir un ordre, c'est bien, parce qu'on a une rentabilité et tout le monde est tranquille. Avoir aussi des ordres de la hiérarchie en haut, c'est très bien.
Maintenant, la division, la coordination, c'est aussi parfait parce que grâce au teamwork, nous pouvons avoir plus de richesse, plus de complémentarité. Donc, je pense Forrester, il a pris de chaque auteur et il a formulé sa propre vision que je trouve logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Créer un système dans lequel il y a objectif, coordination, finalisation. Je vais passer rapidement à la suite de la vision de Forrester, qui nous dit que l'entreprise, c'est un système qui peut bouger, qui peut changer dans le temps. Il n'est pas figé, il est dynamique. Pourquoi? Parce qu'il y a l'environnement qui peut le toucher de près ou de loin. Donc, il doit être ouvert. Quand je dis système, est égal à entreprise. Et cette entreprise qui est un système doit aussi être régulée. À chaque fois, elle change en interne lorsqu'elle détecte qu'il y a des problèmes, lorsqu'elle détecte qu'il y a des soucis. On doit réagir sur place et rapidement. S'il y a des problèmes au niveau du recrutement, eh bien, remplacement ou avertissement. S'il y a un manque de staff, eh bien, recrutement de stagiaires ou création de nouveaux postes. S'il y a un problème au niveau financier, on ne lance pas le nouveau produit, on attend un peu, le temps de récupérer. On doit trouver des solutions. Et c'est un système de commande qui permet de prendre des décisions. Je pense que Forrester, c'est un esprit logique. Il nous dit, vous ne pouvez pas laisser tout le monde agir seul. Prenez une décision, expliquez aux gens et laissez-les travailler. Exactement. Bien sûr, on va faire face avec cette technique ou cette stratégie à tous les anomalies ou les dysfonctionnements. Mintzberg, c'est lui qui nous a aidé à créer la séance dernière, les pyramides que nous avions vues, les structures organisationnelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec Mintzberg, mais Mintzberg est égal à structure organisationnelle, dans laquelle, la séance dernière, si vous vous rappelez avec moi, nous avons vu plusieurs types d'organigrammes. C'est vrai, vous avez raison. C'est les organigrammes qui sont des formes Oui. Et entre chaque poste et un autre poste, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une interrelation qui doit être dynamique. Comme je te donne l'information, tu me donnes l'information. Je te donne le respect, tu me donnes le respect. J'anime une réunion, anime-la la prochaine fois. Je te présente quelques actionnaires. Il faut qu'un échange, une interrelation qui est tout le temps, un aller-retour entre nous tous. Et cet auteur pense que l'efficacité d'une structure, elle dépend de 2 points. L'adaptation réciproque des éléments. On doit chacun s'adapter à l'autre. Et chaque service, il s'adapte à l'autre. Le service financier, il est toujours le pauvre dans les problèmes parce qu'il doit faire plaisir à tout le monde et s'adapter à tout le monde. Et bien sûr, on va identifier et on va essayer de maîtriser les facteurs de contingence. C'est quoi les facteurs de contingence? Ce sont des éléments qui expliquent une décision. On les appelle des facteurs de contingence. Pourquoi, madame, vous avez pris cette décision? Parce que j'ai suivi le facteur de contingence taille. J'ai suivi le facteur de contingence taille. C'est quoi le facteur de contingence taille? Le facteur qui explique ma décision est le facteur taille. On utilise cette expression pour remplacer la cause ou le facteur de contingence. Imaginons, il y a beaucoup de pluie, il fait froid, très très froid. Pourquoi tu as mis ce manteau? Madame, non, utilise la phrase. Le facteur de contingence que j'ai pris en considération est le froid. Ça veut dire la variable explicative. La variable explicative qui justifie une prise de décision. Voilà, la variable explicative qui justifie la prise de décision. Est-ce qu'il y a une seule variable explicative? Non, selon le cas, selon le problème. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails qu'active. Cette approche, qu'est-ce qu'elle nous conseille? Elle nous demande, avant de prendre une décision, justifiez vos décisions aux salariés. Dites-leur sur quelle base vous avez pris une décision. Si toi, tu comprends pourquoi une décision elle a été prise, tu peux mieux agir parce que tu comprends ce que tu fais. Donc, l'approche contingente du management signifie que toute solution à un problème dépend d'une variable, dépend d'un contexte, dépend d'une cause. Et c'est l'environnement qui constitue la principale variable explicative, la principale
contingence des organisations. Cela veut dire quoi? On ne peut prendre une décision que si nous étudions toutes les variables qui peuvent nous influencer. Je vais voir les éléments uniquement qui sont les plus intéressants. Oui, je vais vous faire 2 et vous partez. Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer les vidéos. Donc, Laurence et Lorch sont 2 auteurs qui se sont intéressés à ces causes, à ces variables explicatives. Elle nous dit, cette vision-là, qu'il faut un couplage entre les structures organisationnelles, ce que nous avons étudié la semaine dernière, et l'environnement du marché. Il faut vérifier est-ce que notre organigramme, avec les divisions de postes, c'est bien par rapport à ce qui se passe sur le marché, ou on doit muter certains postes, ou les changer, ou peut-être mettre la bonne personne au bon poste, ou créer plusieurs équipes. Ça dépendra de l'organisation interne selon ce qui se passe à l'extérieur, exactement. Et avec quoi ils sortent ces 2 auteurs? Ils nous disent plus l'environnement est calme, stable, plus la structure doit être calme et stable. Un seul organigramme fixe, parce que l'environnement est stable, donc nous, à l'intérieur, on fonctionne de façon stable. Mais si l'environnement change, il y a des dangers turbulents, incertains, l'organigramme à l'intérieur, qu'est-ce qu'il doit faire? On doit à chaque fois changer, modifier. Peut-être hier, tu étais responsable dans un service, aujourd'hui, j'ai besoin de toi, viens travailler avec moi. Demain, peut-être tu vas rendre service à monsieur. Donc, il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, beaucoup de Oui. Pourquoi? Parce qu'on doit s'adapter à l'environnement. Donc, ce sont les entreprises qui sont toujours souples, capables de gérer les crises, capables de gérer les risques sur le plan interne. C'est souplesse, vraiment. Tu es là comme un soldat, tu t'adaptes à toutes les tâches. Le dernier, c'est Burns and Stalker, toujours dans la théorie de la contingence. Lui critique clairement le premier auteur qui était là. Il te dit, il n'existe pas un type d'organisation idéale. Il n'existe pas de one best way. Parce que j'ai commencé aujourd'hui par Taylor. Et je vous ai dit que lui propose une seule façon de gérer. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? À chaque environnement, il y a une structure adaptée. Qu'est-ce qui va jouer pour nous ou contre nous? C'est l'incertitude et la complexité de l'environnement. Mais il y a une variable, un facteur nouveau qui est la technologie qu'il faut prendre en considération comme une variable explicative de la faillite ou du développement de certaines entreprises. Et sur ce, je vous remercie de votre courage parce que vous êtes restés avec moi quand même assez longtemps.